Europe 1. Le journal de 6 heures présenté par Alexis de la Fléchère. Bonjour Alexis. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Nouvelle journée étouffante hier en France sur une vaste diagonale sud-ouest-nord-est et de nouveaux records de température sont tombés. Par exemple à Puy-Saint-Martin dans la Drôme, Météo France a relevé 42,5 degrés. Dans le même département à Vinsobres, 42,4 relevés hier au plus fort de la journée. Puis dans le Vaucluse, à Lapalot, on a flirté carrément avec les 43 degrés. La France traverse donc un épisode caniculaire intense, particulièrement en cette fin d'été. Et aujourd'hui, on va franchir une nouvelle étape. 4 départements vont être placés en vigilance rouge canicule à partir de midi. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Un niveau d'alerte particulièrement rare. Mais pourquoi est-ce que l'on passe ce niveau d'alerte si élevé, Louise Salé? Alors c'est à cause de la température qui augmente, mais pas seulement. Ce passage à la couleur rouge dépend de dépassements de seuil fixés à la fois par Météo France et Santé publique France. Plusieurs indicateurs sont pris en compte, comme l'humidité, la durée de la vague de chaleur, la sécheresse, mais aussi l'état de santé de la population du département. C'est une appréciation très locale, donc à la fois sanitaire et météorologique. François Laurent est prévisionniste à Météo France. En fait, on a mesuré, sur tous les départements, l'impact sanitaire des différents niveaux de température sur les populations. Et c'est en fonction qu'on place un niveau de risque qui correspond à un indice qui est différent dans chaque département. Pour passer en rouge, il faut être non seulement des températures extrêmement élevées, en général proches des records, mais en plus, s'il y a un contexte sanitaire particulier, ça pourrait être un facteur aggravant qui, même avec des températures plus faibles, pourrait conduire à passer à un niveau de vigilance maximal. La vigilance rouge peut déclencher des annulations d'événements festifs ou d'activités sportives décidées par la préfecture. Elle est enfin très rarement déclenchée. Ce sera seulement la 6e fois depuis 2002 que des départements seront placés en vigilance rouge aujourd'hui à midi. Les explications de Louise Salé pour Europe 1. Et sachez qu'aujourd'hui, certains records absolus risquent d'être battus vers la vallée du Rhône avec 40 à 42 degrés prévus par Météo France. Actuellement dans le pays, il y a 49 départements en vigilance orange canicule, 4, on le disait, en rouge, pour un total de 53 sous surveillance accrue. Dans ces conditions, certaines villes s'organisent comme à Marseille où les piscines municipales ouvrent gratuitement leurs bassins. Et dans ce contexte de canicule et de forte chaleur, il faut surveiller de près les plus vulnérables. Comme les personnes âgées ou les plus jeunes, mais pas seulement. Les personnes qui prennent des médicaments doivent aussi être plus attentifs. En effet, certains traitements ne font pas bon ménage avec la hausse des températures. Il semble en plus, Mélanie Gomez, que la liste soit longue. Oui, le problème, c'est que de nombreuses molécules ont un effet sur notre capacité naturelle à réguler notre température pour qu'elle reste à 37 degrés. Premier exemple, si vous prenez des antidépresseurs, des antimigraineux ou encore des antiépileptiques, attention, car ils peuvent limiter la formation de sueur. Or, transpirer est le meilleur moyen de rafraîchir notre corps. Il faut également redoubler de vigilance si vous prenez un traitement contre l'hypertension. Certains d'entre eux ont un effet diurétique, ils accentuent la perte d'eau, c'est leur rôle. Il est donc important de boire davantage. Enfin, il y a des traitements dont la libération dans l'organisme est perturbée par la déshydratation elle-même, explique le docteur Franck Mignot, généraliste à Paris. Alors, il y a le lithium, c'est des choses qu'on donne pour le moral, la digoxine pour le cœur, certains antiépileptiques, et aussi des antidiabétiques oraux comme la metformine, très très utilisée, ou les statines, des médicaments pour le cholestérol. Évidemment, on ne les arrête pas, mais on est très très attentif, parce qu'on sait que ce sont des médicaments dont la quantité peut brutalement augmenter dans le sang quand on est déshydraté. Et là, on a des effets secondaires très pénibles, voire même dangereux. Si vous prenez un de ces médicaments, pas question pour autant de les arrêter ou de modifier leur dosage sans avis médical. Sachez également que votre pharmacien peut vous donner des conseils personnalisés. Mélanie Gomez pour Europe 1. Europe 1, 6h04. Direction le Canada à présent, le Canada où les incendies sont toujours en cours. Oui, et les évacuations se poursuivent selon les pompiers de Colombie-Britannique. Le feu s'étend désormais sur plus de 41 000 hectares. En état d'urgence, environ 30 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et 36 000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir. Et parmi les personnes évacuées, Julien Picot habite dans l'Okanagan et il a dû quitter sa maison vendredi, maison qu'il surveille aujourd'hui à distance. Les voisins et nous-mêmes, on utilise les caméras de surveillance. Donc moi, ma maison, en fait, sur ma sonnette, j'ai simplement une petite caméra, donc elle marche encore. Donc ça veut dire que la maison est toujours là. Et d'après ce que l'on sait, dans mon quartier à moi, il n'y a pas de maison qui a été brûlée. Ils ont arrêté les feux en fait en lisière des jardins. On a eu 2-3 vidéos de surveillance de quelques maisons là, qui montraient les pompiers dans le jardin en train d'éteindre les feux. Là, pour l'instant, nous, dans mon quartier, il semblerait qu'on fasse partie des gens quand même assez chanceux dont les maisons n'ont pas été brûlées. On a toujours peur. On sait qu'un feu, ça peut reprendre à tout moment. Ça reste que c'est très très sec. Il n'a pas encore plu. Mais on est un petit peu plus confiant qu'on l'était il y a quelques jours. Il faut être patient.
Voilà des propos recueillis par Alexandra Gégy pour Europe 1. Un mot aussi de l'incendie sur l'île espagnole de Tenerife avec un espoir, celui d'une stabilisation dans les prochains jours. 13 000 hectares ont brûlé pour le moment. À l'étranger toujours, Donald Trump confirme sa comparution pour jeudi devant un tribunal d'Atlanta. L'ancien président américain doit être jugé pour ses tentatives présumées de manipulation lors de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie, état du sud-est des États-Unis. À noter que dans cette affaire, pour éviter d'être placé en détention provisoire, Donald Trump a versé une caution de $200 000. Le milliardaire américain qui a vivement réagi aussi à cette convocation devant le tribunal. J'irai à Atlanta en Géorgie jeudi pour être arrêté par une procureure d'extrême gauche. Fin de citation. Toujours aux États-Unis, c'est à souligner, les autorités sanitaires américaines ont pour la première fois autorisé hier un vaccin destiné à protéger les bébés contre la bronchiolite. Vaccin qui sera administré directement aux femmes enceintes. En Russie, à présent, les autorités ont annoncé tôt ce mardi avoir abattu 2 drones ukrainiens dans la région de Moscou, où se multiplient les incidents de ce type ces dernières semaines. Kiev se réjouit de son côté avec cette annonce de la Grèce qui donne son accord pour la formation des pilotes ukrainiens au maniement des avions de chasse américains, les F-16. Europe 1, 6h06, la suite de votre journal, Alexis de la Fléchère, Lionel Gougelot. Retour en France avec la chasse aux économies qui est bel et bien lancée. Oui, le gouvernement est au pied du mur, avec une dette publique de 3 000 milliards d'euros. Il y a urgence à faire des économies, oui, mais tout en essayant de respecter la promesse d'Emmanuel Macron de ne pas augmenter les impôts. Pas question donc de toucher à la TVA, à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. À la place, Bercy devrait augmenter certaines taxes. On parle notamment d'une hausse des droits d'accise sur l'alcool. Cet impôt indirect dont on s'acquitte, Barthélémy Philippe, souvent sans le savoir, quand on achète du vin ou de la bière. Et oui, concrètement, la bouteille de vin coûterait environ 0,3 centimes de plus. Potion plus amère pour l'alcool fort avec des hausses de prix de 1 ou 2 euros par bouteille. Tout ça pour quel résultat? Sylvain Bersinger est économiste au cabinet Asterès. Les taxes sur l'alcool, c'est environ 4 milliards d'euros de recettes budgétaires par an. Les hausses de taxes qui pourraient être réalisées, ce serait 200-300 millions d'euros supplémentaires. Donc c'est pas des montants gigantesques par rapport à l'ensemble de l'économie française ou à l'ensemble du budget, mais c'est pas non plus négligeable. Les droits d'accise sur l'alcool font partie des taxes dites comportementales, au même titre que celles qui pèsent sur le tabac et les carburants, des produits nocifs pour la santé ou l'environnement. Il y a l'objectif d'influer sur les comportements, en même temps qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Les deux sont valables, je pense pas qu'on puisse dissocier l'un de l'autre. Ces objectifs pourraient même se rejoindre. Selon Santé publique France, l'alcool provoque plus de 40 000 décès par an. Et en 2019, la prise en charge des malades a coûté près de 8 milliards d'euros à la collectivité. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité, c'est acté maintenant. Le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, n'ira pas à la fête de l'humanité. Oui, pour s'opposer à la programmation du rappeur Medine, accusé de racisme ou encore d'antisémitisme. L'artiste doit aussi se rendre aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts dans 2 jours au Havre. Invitation qui provoque des divisions au sein du parti. Les maires écologistes de Bordeaux et Strasbourg ont indiqué qu'ils n'y participeront pas dans ces conditions. Du nouveau aussi à présent dans l'affaire Émile, 6 semaines environ après la disparition du petit garçon dans le hameau du Haut-Vernay. L'information judiciaire est selon le journal Le Parisien désormais ouverte pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. C'est le nouveau concurrent de la SNCF. Arrivé il y a 1 mois en France, l'opérateur espagnol Renfe revendique avoir transporté 43 000 voyageurs avec un taux d'occupation de ces trains de 80%. Il faut dire que la Renfe a misé sur des prix très compétitifs lors de l'ouverture de la billetterie en juin dernier, donnant la possibilité de voyager tout l'été entre 2 villes françaises pour 9 euros ou encore de faire Barcelone-Lyon ou Madrid-Marseille pour seulement 29 euros. Des offres valables jusqu'au 31 octobre, sauf que ces billets ne sont déjà plus disponibles sur le site. La Renfe est-elle plus avantageuse? Notre correspondante à Lyon, Noémie Loisel, est allée vérifier. Écoutez, là je suis au guichet en Lyon-Barcelone avec la SNCF, c'est 164 euros. Là les simples en seconde classe ce mardi. La Renfe pour le même billet 169 euros. Alors c'est 35 euros de plus que la SNCF, c'est beaucoup plus cher. Mais la Renfe a un gros avantage. Lyon-Barcelone c'est 5 heures. Et c'est pour ça que Carlos et Delphine sont convaincus. C'était direct, 5 heures, on se pose juste dans son siège et c'est bon. Puis par rapport au prix de l'avion, c'est presque pareil. Je veux bien mettre le prix pour avoir un trajet direct. C'est agréable de prendre le train, de monter et de se dire bon, dans 5 heures on est arrivé, on est tranquille. Avec la SNCF, le trajet peut durer plus de 10 heures car il y a au moins une correspondance. Alors c'est pour ça que les tarifs sont plus faibles. En tout cas, avec les 2 propositions, les usagers espèrent que le service soit plus attractif.
L'ouverture de la concurrence, je pense, va faire du bien aussi à la SNCF. Effectivement, les retards, et de temps en temps, c'est quand même assez galère. Je pense qu'ils vont être en concurrence entre eux, et ils vont tirer les prix vers le bas. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. À partir du 1er septembre, la Renfe proposera un Lyon-Barcelone quotidien avec un espoir pour les passagers que le tarif de 169 € soit toujours en vigueur. Noémie Loisel, correspondante Europe 1 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, c'est notre série de la semaine. Vous le savez, on va vous faire découvrir chaque jour des artistes qui sont des stars, mais uniquement dans leur pays. Direction Alger ce matin pour découvrir le coup de cœur de notre correspondant sur place, un jeune artiste algérois. Artiste qui rencontre ses premiers succès sur scène. Musicien, compositeur et chanteur, Zaki Mioubi s'est spécialisé dans le shahabi ou la musique populaire. Récit à Alger signé Nour Chahine. Des notes de shahabi jouées par Zaki Miroubi, son instrument, le mandol, est typique de cette musique populaire. Les Algérois en sont fans, comme Inès, attablée tout près de la scène. Alors il y a déjà l'instrumental qui est magnifique, et surtout il y a les paroles qui sont très significatives, avec beaucoup de sagesse aussi. De la sagesse très populaire qui inspire l'artiste algérois. J'ai l'impression parce que ça leur ressemble, ça me ressemble déjà à moi, je suis algérois, j'ai toujours baigné dans cette musique, parce qu'il y a le texte qui est là, il y a la diversité, il y a les rythmes qui sont très intéressants. En quoi ce que disent les gens est important, raconte cette chanson issue du terroir algérien, des paroles que Zaki Miroubi ne désespère pas d'exporter vers l'étranger. On a été à Montpellier pour participer au festival Andalous. C'était une occasion pour nous de montrer la musique shahabi. Le succès, il était au rendez-vous. On était même agréablement surpris par la réaction du public français. L'amour, le chagrin ou le partage, Zaki interprète des textes centenaires qui ont bercé mon enfance, mais c'est la touche de modernité qu'il apporte à ces textes qui fait son succès. Et voilà, Nour Chahine, correspondant Europe 1 à Alger. Dans le journal d'Alexis de la Fléchère. Merci Alexis.